En co-main event de l'UFC 311, Umar aura l'opportunité d'être le deuxième Nurmagomedov avec la ceinture UFC autour de la taille. Pour cela, il devra battre le champion en pleine confiance Merab Dvalishvili. Une opposition déjà très intense en dehors de la cage qui promet de maintenir cette intensité lorsqu'ils croiseront le fer dans l'octogone. Une semaine avant cette opposition de malade, l'UFC ouvre le bal avec un petit Apex plutôt sympathique qui se clôturera par la revanche entre Amanda Ribas et Mackenzie Dern. On vous parle de tout ça dans cet épisode du Game Plan avec Brian Boulan. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Tout d'abord, bienvenue à tous dans ce nouveau format du Game Plan. À partir de maintenant, nous allons non seulement analyser un combat, généralement le main event dans le détail, comme en 2024, mais nous allons aussi faire un tour d'horizon du reste de la carte avec les combats et ou les combattants qui nous intéressent le plus sur la carte. Cependant, une nouvelle règle doit commencer par une exception. Cette fois-ci, on va analyser le co-main event de la semaine d'après. Et ensuite, on passe en revue l'entièreté de la carte qui arrive. L'entièreté, mais comme je le disais, juste les combats et les combattants/combattantes qui nous intéressent le plus. Brian, on commence donc par Merab Dvalishvili qui affronte Umar Nurmagomedov pour sa première défense du titre Bantamweight. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intrigue dans ce combat? Ce qui m'intéresse, ce qui m'intrigue, je pense que c'est un combat beaucoup plus compétitif que ce que nous vendent les bookmakers. Voilà. Donc, j'ai vu les codes, j'étais assez étonné, et je pense que c'est plus compétitif que ça. J'avoue avoir fait des yeux très ronds aussi au moment où j'ai vu les codes de Paris. Personnellement, je pense qu'il y a aussi un côté sur... La plupart des strikers qui ont affronté, que ce soit Merab ou Umar, ont été très attentistes par rapport à la crainte de la lutte de l'adversaire. Et cette notion pourrait être inexistante dans ce combat. Et je suis un peu curieux et intrigué par la tournure que ça peut prendre, justement. Ils vont chacun rencontrer un adversaire qui va un peu moins craindre leur lutte que leurs précédents adversaires. Et donc, ce sera une approche différente. Je suis intrigué de voir comment ils vont préparer ça. On va analyser ce combat après notre Tale of the Tape. Le champion Merab Dvalishvili est sur une série de 11 victoires consécutives, tirant son palmarès à 18 victoires pour 4 défaites, dont 11 de ses victoires et 2 de ses défaites sont sous la bannière de l'UFC. Surnommé de Machine, certains aiment le surnommer de Decision Machine, avec seulement 4 finalisations en carrière, 3 KO et une soumission, soit 22%. Umar Nurmagomedov vient le challenger en tant que contender numéro 2 au ranking UFC et 3 au ranking Fight Minds. Invaincu en 18 combats professionnels, dont 6 à l'UFC, il possède 2 victoires par KO, 7 via soumission, soit la moitié avant la limite. Ce dernier bénéficiera d'un petit avantage de taille et d'allonge, avec 1m72 de taille et 1m75 d'allonge, 4 cm plus grand et une meilleure allonge de 2 cm par rapport au géorgien. Le champion est hyper actif, surtout dans les départements de la lutte. 2 takedowns qui passent par round sur près du triple tenté. Il y va à l'usure et ça sera testé face à la parfaite défense de lutte d'Umar qui est intacte à 100%. Le Dagestanais réussit 3,98 amenés au sol par 15 minutes avec un succès à 50%. Niveau striking, il y a moins de déchets dans le jeu du challenger, 63% de réussite offensive et de défense. Il touche 4,46 fois à la minute et se fait toucher seulement 1,36 fois par minute. Merab a un jeu également plus à l'usure debout, 42% de frappes qui touchent avec 4,35 à la minute et 56% de défense en se faisant toucher 2,31 fois à la minute. En mars 2022, Umar Nurmagomedov étranglait Brian Kelleher 3 mois avant sa domination à la décision sur Nate Maness. Il score ensuite son premier et unique KO à l'UFC contre Barcelos, puis bat le newcomer Al Makan. Tout ça avant de répondre présent dans un énorme step-up. Il bat Cory Sandhagen en 5 rounds en été 2024 pour obtenir ce title shot. En septembre 2021, Merab obtenait son unique finish à l'UFC sur Marlon Moraes avant d'enchaîner les décisions unanimes sur l'ancien champion José Aldo, l'ancien champion Petr Yan, l'ancien double champion Henry Cejudo avant de prendre la ceinture à Sean O'Malley en septembre 2024. Comme d'habitude, la communauté a voté
moins sévère que les Côtes de Paris, donc on tease déjà dans quelle direction vont les Côtes de Paris, mais sur 2400 votes, on a 63% qui voient une victoire d'Oumar Nurmagomedov, et on va suivre nos bonnes habitudes. On va donc commencer par discuter du champion, Merab Dvalishvili. La machine à cardio. Merab ne s'arrête jamais. Il rentre dans la cage, il impose une grosse intensité. Il est capable de la maintenir pendant 25 minutes. Il a un style à l'usure. Il peut rater 10 takedowns. Il va quand même tenter un 11e, un 12e, un 13e. Il ne tombe pas sur des grosses frappes. Il n'abandonne pas sur des soumissions. Tu n'as pas le choix. Pour le battre, il faut que son cerveau déconnecte, ou il faut lui briser un membre, où il faut être capable de tenir tête à son intensité pour être capable de lui prendre 3 rounds sur les 5. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de son jeu? T'as déjà pas mal dit de choses. Hein. Écoute, moi je le définis comme un grinder. Donc un grinder, c'est un gars qui bosse continuellement, qui est dans le labeur. Donc il a un style très particulier, très novateur au final, où il va vraiment mixer le MMA, mais le mixer de manière à le rendre un peu imprévisible. Donc sa recherche n'est pas de mettre au sol forcément, c'est de entamer un takedown, puis boxer pour redescendre dans les jambes, et c'est continuel. C'est vraiment une sorte de mix général. Tu peux avoir des kicks qui sortent de nulle part comme ça, tu peux avoir des contres, enfin et puis comme tu l'as dit, sa grande particularité, c'est vraiment le volume de frappe qu'il peut envoyer et le volume de takedown qu'il peut tenter. Et je vous invite à aller sur UFC Stats pour même en le sachant, à chaque fois qu'il combat, on va le dire que c'est un combattant à très très haut volume. Les stats qu'il a sont immense. C'est extraterrestre, tu vois, c'est complètement dingue. Il y a une autre petite particularité, c'est son poids. On l'a vu être pesé avant de rentrer dans la cage à 71 kilos, je crois, si je dis pas de bêtises. Ok, donc il fait un rebond de 10 kilos. Quasi 10 kilos. Il était quasi à 71. Ok. C'est un énorme bantamweight, je pense. Ok, pas en taille, mais vraiment en format, quoi. Ouais, en format, il est vraiment très très gros. Et alors, j'ai mis ça entre guillemets dans ses points négatifs comme ça, mais son niveau technique, je pense pas qu'il soit. Je pense que c'est là où ça pêche. Mm-hmm. Mais voilà, de l'autre côté, il est capable de contrebalancer son manque de technicité. Et attention, hein, je compare avec l'élite, quoi. Dites pas dire qu'il est pas bon techniquement, mais quand on le voit, par exemple, là, on va en parler d'un Oumar Nurmagomedov, ce qu'il est capable de faire en lutte, je le vois moins technique. Mais il le compense par son volume, par son intensité et par son énorme cardio, parce que en termes de combinaison, il s'arrête jamais, quoi. Il est capable de parler dans un combat. L'entre-deux rounds, tu te demandes ce qui se passe. C'en est même questionnant. Je vais être honnête avec toi sur sa capacité pulmonaire, et c'en est même questionnant. Moi, je serais la fédération antidopage, je le collerais au train, quoi. Donc j'ai regardé plusieurs de ses combats hier, et pendant un des combats, je pense que c'est Bisping qui dit genre que c'est génétique, tu vois. Oui, génétique. le fameux c'est génétique, il a une bonne génétique, ouais. Mais effectivement, on va rester sain, on va dire, c'est très très impressionnant. Je pense pas avoir souvenir d'avoir quelqu'un avec un si bon cardio que lui, en fait, à l'UFC. Toutes catégories confondues, c'est très rare de... Alors, ouais, on peut peut-être mettre une certaine nuance dans sa capacité à avoir autant de cardio. Le rythme. Alors, il gère le rythme, ouais. Et 2, il ne va pas donner 100% de son intensité pour obtenir un takedown, escramé par exemple. C'est vrai. Donc ses frappes sont pas non plus toujours à 100%. On a l'impression, alors c'est pour ce combattant-là, il faut savoir qu'il s'entraîne tout le temps. Il peut faire des 3-4 heures d'entraînement, se lever, aller s'entraîner. Il est toujours en train de s'entraîner, tu vois. Et la réalité, c'est qu'il ne peut pas être à 100% tout le temps. Donc il est entre 60 et 80%. Et je pense qu'il combat, et les 5 rounds sont vraiment très très bien pour lui. Il combat à 60-80%
dans sa puissance de frappe, dans ses tentatives de takedown, ce qui lui permet de pouvoir continuer sans arrêt. Ouais, ça fait presque penser au Diaz en mode striking qui font du triathlon pour s'entraîner en termes de caisse. Et leur style de combat est un peu similaire à ça. C'est pas beaucoup d'énergie, mais du coup, on est capable de la déployer pendant très longtemps. Ouais, vraiment. Sauf que lui, ça donne quand même un peu plus d'intensité que les Diaz. Exactement. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Il envoie beaucoup d'informations. Donc, même quand il attaque pas réellement, il y a des feintes. Il va feinter des changements de niveau. Il va feinter un jab. Il varie très bien ses entrées aussi, je trouve, en lutte. Il va pouvoir entrer sur une feinte, il va pouvoir entrer sur un jab, sur un overhand, sur une combinaison. Réactivement aussi, de temps en temps, il shoot. Donc, la menace est constante. Et j'aime bien un élément que tu as dit, parce que je l'avais aussi, techniquement, c'est pas le meilleur du tout. Non. Et on en parle souvent sur Fight Minds. Quand tu es moins bon techniquement que tes adversaires, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir gagner tes combats. L'une d'elles, c'est de créer un peu de chaos et de limiter la structure du combat et d'éviter qu'on soit dans un combat mesuré. Et ça, il le fait très, très bien. Il évite d'être dans un combat mesuré contre un José Aldo, contre un Cerudo, contre quasi tous ses adversaires, en fait, parce qu'il sait que techniquement, ils sont au-dessus de lui et donc il doit s'imposer par ces deux éléments. La capacité à être fort dans les situations chaotiques et sa capacité à être très à ne pas fatiguer, en fait. J'allais dire performant dans la fatigue, mais lui, on a l'impression que c'est pas qu'il est performant dans la fatigue, c'est qu'il fatigue pas. Et qu'à un moment, il arrive à fatiguer son adversaire et juste avoir un avantage d'énergie, tout simplement. Ouais. Faiblesse ? Ses faiblesses. Donc, moi, j'avais parlé de son niveau technique. Je pense qu'il est pas très grand pour la catégorie. Donc, je pense que c'est un adversaire qui peut être, entre guillemets, contrôlé à longue distance. Ouais. Ouais. Non, je sais pas trop sur ses points faibles pour l'instant. Il en a peu dévoilé, si ce n'est il y a 7-8 combats, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, sur son dernier run, on a l'impression qu'il y a de moins en moins d'ouverture pour le battre. Il y a quelque chose qu'on a vu 2 fois. C'est le crochet gauche qui est passé pour Moraes et pour Cerudo, où ça l'a bien connecté. Ah oui, c'est vrai, ouais, tout à fait. Donc il a un tout petit peu ouvert sur sa droite. Moi, j'avais noté ça parce que je pense que pour le jeu d'Oumar Gomedov, de Oumar Nurmagomedov, je crois qu'il y a potentiellement quelque chose à faire là-dessus en termes de game plan. Avec le kick jambe arrière, ça Soit il se met en gaucher et il envoie la jambe arrière, soit il est capable d'envoyer un high kick jambe avant dans les 2 gardes. Je suis allé regarder vraiment et il y a vraiment tous les scénarios. Donc il est capable d'envoyer ses 2 jambes à la tête, peu importe que la jambe soit devant ou derrière. Et donc je pense qu'il peut surprendre avec celle-ci. Bon, petit teaser du coup sur une technique du game plan. On va se rejoindre après la pub pour parler d'Oumar Nurmagomedov. J'aimerais prendre un court moment pour remercier notre sponsor principal Unibet.fr. C'est grâce à nos sponsors que nous pouvons produire ce contenu et le mettre gratuitement à votre disposition en enlevant les ads sur les différentes plateformes. Unibet.fr est le site qui vous offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Au vu des dangers des jeux d'argent, on vous invite à vous inscrire uniquement si c'est avec une approche ludique et récréative. Budgétez et voyez ça comme une opportunité de vous renseigner davantage sur le sport qui vous passionne. Obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € en passant par notre lien en description lors de votre inscription. Oumar Nurmagomedov, il porte bien le nom, il est invaincu en 18 combats, il a comme on s'y attend un excellent jeu en lutte et grappling, mais son pied-point est aussi une force. C'est un peu une nouvelle génération que cette équipe développe, à l'image de Makhachev, de Ousmane Nurmagomedov, on est à l'abri de nulle part quand on combat contre eux. Alors, on sait que le département reste l'élément prédominant de leur jeu, mais voilà, ils ont montré qu'ils sont capables d'aller... tenir tête même face à des strikers debout et surtout face à des lutteurs qui n'ont pas un bon striking, ils peuvent vraiment aller gagner des rounds comme ça. Et il a prouvé qu'il était capable de faire un 5 rounds sur une intensité très soutenue face à un combattant d'expérience en Cory Sandhagen. Qu'est-ce que tu voudrais mettre en lumière en premier chez le challenger ? Je pense que, comme tu l'as dit, il est relativement complet, mais c'est clair que leur base reste la lutte et le contrôle et le grappling. Pour moi, sa vraie particularité, c'est dans son striking, sa capacité à kicker. Il a un style un petit peu taekwondo. Il est quand même assez mesuré. Il tape
il est capable de taper fort. Je pense que c'est vraiment sa particularité. Physiquement, il est incroyable aussi. Et puis au niveau du cardio, ça tient quoi. Ça tient. Ça tient. Je ne pense pas que ce soit. En même temps, c'est le jeu, tu vois. Le jeu de la lutte demande quand même beaucoup d'énergie. Il a quand même des victoires où il utilise de l'énergie pour mettre KO. Donc, je pense quand même que ça sera peut-être un endroit questionnant sur le cardio. Parce qu'on a vu que de toute façon, l'équipe a un très bon cardio, humainement parlant, mais que parfois, on a pu voir des rounds de repos ou un petit peu de fatigue accumulée, quoi. Ouais. Mais voilà, hein, c'est vraiment si on met un couteau sous la gorge pour trouver un défaut, tu vois. mais c'est vrai que ça c'est difficile, ça commence à être très difficile de trouver des défauts dans ces combattants-là. Oui. Donc il a un cardio très très bon. Peut-être que ça sera là où on aura un peu plus d'espace vis-à-vis de lui, et c'est. Enfin voilà, on a régulièrement parlé sur tous les profils de cette team. Est-ce que le cardio sur synchrone, ceci, cela, ça a toujours tenu, mais parce qu'ils ont pu gérer soit en se reposant, on l'a vu Makhachev en prenant le dos et en s'installant. On a vu un Nurmagomedov à la grande époque qui prenait des... Ouais, quatrième round contre Iaquinta ou troisième contre McGregor, ce genre de... Ouais. Où il prend un peu de repos, donc... mais c'est logique, hein. C'est logique, mais voilà, ça sera peut-être là la question. Et alors, un truc qui m'interroge, c'est sur sa capacité. Je trouve qu'il se déplace très très bien dans la cage, mais sa capacité à boxer en mettant de la pression, tu vois. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime bien absorber pour pouvoir shooter. Donc ça, sur le combat, moi ça m'intéresse de voir un petit peu où est-ce qu'il se situera sur le combat. Est-ce qu'il va vouloir mettre de la pression? Est-ce qu'il va vouloir absorber? Et puis je pense qu'on peut quand même, sur un des points positifs, moi j'avais mis en gros sa single leg. Il a une capacité à mettre au sol sur la single leg très 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 bonne. Vraiment, c'est assez impressionnant. Dans sa manière de faire. Et alors le fait qu'il soit gaucher, ça lui permet d'avoir accès à la jambe avant beaucoup plus rapidement, tu vois. Ouais, il combat dans les deux gardes. Hein. Ouais. Bah, on l'avait vu sur, je me rappelle plus de son nom, mais le combat avant. Beskat. Ouais, Beskat, voilà. Ouais. Où je crois qu'il l'attaquait en droitier sur la single leg, alors avec la tête à l'extérieur, qui est sûrement la single leg la plus difficile à obtenir, parce que c'est la plus commune. Et donc, les adversaires sont les plus habitués à défendre. Et il l'obtenait à chaque fois, quoi. Il l'obtenait à chaque fois en se mettant au sol, en récupérant la deuxième jambe. C'était assez impressionnant. Ouais, il a une bonne capacité à chaîner. Mais voilà, je pense qu'on ne doit pas refaire la lutte et le grappling de cette équipe-là. Comme je disais, il porte très bien le nom. Encore une fois, moins submergent que Khabib. Je pense qu'avant de trouver quelqu'un aussi submergent que lui, ça va être compliqué, si ce n'est Khamzat. Mais ouais, j'ai peut-être une question. Tu es peut-être la bonne personne pour y répondre. Je trouve que Dvalishvili, tu vois, il est très crisp. Tu vois, il a un corps un peu plus crisp. Et par contre, Umar Nurmagomedov, il est plutôt très très souple. Est-ce que quand tu as deux profils comme ça qui s'affrontent en lutte, il y a des éléments auxquels il faut prêter une attention particulière? Une attention particulière, je sais pas. Hein. Je pense qu'effectivement, ça sera pas si simple que ça pour Umar Nurmagomedov de le mettre au sol. Effectivement, c'est quelque chose qui arrive beaucoup quand tu fais de la lutte. Tu vas avoir des techniques qui sont travaillées qui ne fonctionnent que sur des avancées, que sur des profils très lutteurs, assez souples et tout, parce que leur réaction. Enfin, on le voit sur ce qu'on appelle le duck under, quand on passe en dessous, on va avoir des réactions défensives qui sont drillées depuis l'enfance par des lutteurs et ne fonctionnent que contre des lutteurs, entre guillemets. Et parfois, la capacité d'un très bon lutteur qui tourne qu'avec des très bons lutteurs, une fois qu'il tombe sur un gars beaucoup plus crispé, beaucoup plus raide, il va avoir des réactions qui sont différentes de ce qu'il a l'habitude de faire. Ok.
Tu vois. Et donc, effectivement, comme tu le dis, ça sera peut-être un point d'attention. Umar Nurmagomedov, qui ne tourne qu'avec des très bons lutteurs, va avoir des réactions beaucoup plus souples, beaucoup plus vives, sur lesquelles il peut réagir et chaîner. Là, il risque d'en avoir un petit peu moins. Okay. Et on l'a vu notamment contre Cory Sandhagen. Cory a quand même pas mal défendu de single leg, avec des réactions un peu raides comme ça, tu vois. Ouais, où cherche vraiment à bloquer. Bloquer, tenir, c'est un petit peu raide, c'est un peu rigide, ça manque de contre-attaque, par exemple, qu'on peut avoir face à des très bons lutteurs. Oui, c'est ça. L'objectif de Sandhagen, c'était empêcher la lutte. Genre, wrestling is lava, donc c'est vraiment je bloque et j'essaie de sortir. Peut-être que face à un Merab, il y aura une recherche de contre. Pas spécialement de juste sortir. Je suis pas si sûr que ça, tu vois. Non. Mais je pense comme enfin, il y aura peut-être, mais je pense qu'il aura un style un peu différent de ce qu'on peut avoir. Et donc effectivement, mais on l'a eu avec, je sais pas moi, Nurmagomedov quand il a affronté Conor McGregor. Tu te rappelles ce temps de latence sur la single leg? McGregor a défendu, il est resté et puis il a attendu parce qu'il connaissait pas forcément de suite, tu vois. Et il y a eu une sorte de temps de latence de la part de Khabib, qui est parti sur une double leg après quand même pas mal de temps, tu vois. Ah oui, tu as des moments comme ça où ça bouge pas, tu as une jambe face à quelqu'un qui a moins l'habitude, ou un striker, et tu vas avoir la single leg, il tient, il bloque, il est rigide, et par exemple, il y a juste à marcher sur son pied d'appui, pousser légèrement pour qu'il tombe, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que quand tu luttes, ça c'est face à un bon lutteur, c'est pas des trucs qui vont fonctionner, quoi. Donc effectivement, ça sera peut-être un peu plus difficile pour Umar de mettre au sol, même si le niveau est un peu moins élevé que ce qu'il rencontre. Ouais, par contre, il y a aussi un truc, c'est l'intelligence dans ce camp d'entraînement. On sait que, on en a parlé. Khabib a été notre coach de l'année passée. On a parlé de sa capacité à bien préparer des game plans, et je pense que pour Umar, il va vraiment bien analyser Merab, et je pense qu'il y a certains combats sur lesquels il y a des choses à tirer, et même des combats récents, notamment Merab contre Cerudo. Je pense que j'ai vu quelques situations où je me suis dit, tiens, cette situation du combat Merab contre Cerudo ressemble à ce qu'a fait Umar contre Sandhagen. Donc voilà. On parle game plan ? On parle game plan, ouais. Allez, donc de nouveau, on va suivre les votes de notre communauté. On va commencer par le underdog, c'est-à-dire le champion. Alors personnellement, je ne le vois pas s'imposer dans un combat qui prend place majoritairement au kicking range. Je ne le vois pas s'imposer dans un combat plutôt mesuré. Son jeu à lui, c'est de battre des gars plus techniques que lui, comme on en a parlé, en forçant un genre de brawl, en imposant un rythme plutôt crescendo même. Et je le vois pas changer ici. C'est juste que ça me semble plus compliqué que d'habitude face à Umar, que face à ses précédents adversaires. Donc, je vais peut-être te poser une question, car tu seras bien plus compétent pour moi d'y répondre. Est-ce que selon toi, il est capable de mettre Umar sur son dos, de l'y maintenir et de le faire de manière consistante dans le combat? C'est une triple question. De le mettre sur son dos, oui. Peut-être qu'il sera capable de le faire, mais je ne pense pas que ce soit l'objectif principal dans son game plan, tu vois. La variété, ce serait ? Ouais, moi j'ai marqué donc mettre de la pression et créer du chaos. Ouais. Voilà. Et mettre de la pression, créer du chaos et parier sur le fait que son cardio sera meilleur, prendre le 3-4-5. Ouais, c'est ça. C'est exactement en ça. gros, sur le premier échange que Umar Nurmagomedov a eu avec Cory Sandhagen. Non. Ah non, ok. Je pensais que tu allais juste dire avec après l'échange, donc il a réussi à mettre au sol, il a pris le dos, puis Cory Sandhagen est sorti. Regardez physiquement le langage corporel de Cory Sandhagen, de Nurmagomedov, on le sent respirer. Okay. Un petit peu cette sensation, je sais pas si c'est pour ceux qui font des sparring ou qui ont déjà combattu, la fin d'un premier échange où t'as vidé beaucoup d'énergie, tu dois respirer et tu dis oh purée, j'en ai 5 encore à faire, quoi. et cette petite dépense d'énergie qu'il y a eu au premier round, tu vois, je me dis ça peut être utilisé contre lui. Ouais, ok. Ça peut être utilisé contre lui. Il gère très très bien son énergie, mais je vois un Merab qui
voudra exploiter le cardio et se dire non, je vais envoyer partout, je m'en fiche de te mettre au sol, je vais te tirer, tu vas défendre, je vais te frapper, je vais redescendre, tu vas rien comprendre, ça va être la machine à laver, même si tu prends le premier, le deuxième, à la fin, tu vas... Cette respiration, ce temps que tu as eu pour te remettre dedans, je te le donnerai pas sur les 2 premiers rounds. Et donc, en tout cas, moi, ça serait, je pense, dans l'idée d'un game plan pour lui, je pense que ça serait ça. Mettre de la pression, créer du chaos et prendre le 3, 4, 5. Et donc, effectivement, peut-être être capable de mettre sur le dos dans les derniers rounds. Ok, ouais, donc c'est vraiment investir les 2 premiers rounds sans réelle volonté de les prendre. S'il les prend, évidemment, c'est du bonus. Mais c'est dans un but de fatiguer voilà, prendre Umar l'énergie. Et de pouvoir mieux imposer son jeu habituel à partir de la 3e reprise. Ouais. Voilà, Donc, moi ça serait dans l'idée que j'aurais. Je sais pas ce que toi tu en penses, est-ce qu'en pense ouais, les j'avais pensé auditeurs. 3-4-5. Moi, c'est vraiment trouver un moyen de prendre 3-4-5. Et pour ça, il faut être capable de trouver ce juste milieu entre mettre de l'activité dans le 1 et 2 pour créer de la fatigue sans s'exposer à des risques de se faire finaliser ou de se fatiguer soi-même. Hein, parce que, encore une fois, ce qu'on a vu de Merab, c'est quelqu'un qui dominait ses adversaires et donc il fatiguait pas. Est-ce qu'on n'aurait pas une version de Merab fatigué si les 2 premiers rounds ne vont pas en sa faveur? Je ne vois pas Ouais, ça comme une impossibilité. non, bien sûr, tu as raison. S'il se fait rouler dessus sur les 2 premiers rounds, mais par contre, c'est le risque à prendre parce que je le vois, comme je disais, je le vois pas gagner dans un combat mesuré. Je le vois pas Rouler gagner s'il est dessus. beaucoup au kicking range. Donc, il doit créer, comme tu l'as dit, il doit créer une... J'ai du mal à le voir se faire rouler dessus sur les 2 premiers rounds. De le voir perdre sur un combat un peu plus mesuré où Umar reste à distance de kick, désengage bien et que Merab n'arrive pas à le cadrer. Mais par contre, rouler dessus, genre le mec il le met au sol, il le contrôle, il le frappe. Ah, j'ai du mal à voir ça, quoi. Il s'entraîne avec Funky là. Ah oui, Sterling. Ouais. Avec Sterling qui est la KT au-dessus maintenant. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et on a vu le niveau qu'il avait au sol, qu'il avait en grappling. Ouais, et puis c'est vrai qu'il y a une petite comparaison à faire, parce qu'on en a pas parlé, mais Umar, je le trouve très bon en contrôle, mais très bon dans les scrambles aussi. C'est assez rare ce genre de profil. Généralement, tu excelles dans une des 2 catégories. John Danner, il aime bien parler de scramble-based fighters et control-based fighters. J'ai l'impression que Umar, il a un peu les 2, et j'ai l'impression que Sterling, ça fait partie des 2 aussi. Il excelle dans les scrambles, mais quand il s'agit d'aller chercher un contrôle, il est très bon là-dedans aussi. Ouais. Donc je pense que Merab aura une bonne préparation grâce à Sterling. Ah ouais, et je pense qu'il aura en plus l'intérêt il y aura moins de poids sur lui, quoi. Moins de poids, moins de force. Ouais. Qu'un Sterling. Ouais, c'est vrai. Ouais. Du côté d'Umar, bon, forcément, tu dois gérer l'agressivité de ton adversaire dans ce genre de combat. Je pense que c'est la première clé. Et comme je le disais, je pense qu'il a des opportunités techniques. On sait tous pour le crochet avant qui est passé 2 fois contre Dvalishvili maintenant. Donc peut-être qu'il est capable de reproduire ce qu'a fait Islam Makhachev contre Volkanovski lors de la revanche. Le high kick gauche, je pense que c'est quelque chose qui doit sortir à un moment. Moins souvent que d'habitude. Peut-être qu'il le sort trop souvent dans ses combats. Donc j'ai pas envie de mettre ça dans les faiblesses de Umar, mais quand tu le sors souvent, ça devient plus une surprise. Donc c'est quelque chose qui doit potentiellement cacher en début de combat et puis sortir quand vraiment il le sent passer. Sinon, ce que moi j'ai vu dans le combat Cerudo-Merab, c'est de temps en temps Cerudo a été capable d'initier la lutte pour chercher le dos. Et je pense que c'est quelque chose qu'Umar fait très bien. Ouais. Donc clairement. à mon avis, là, il y a des ouvertures des techniques précises sur lesquelles bosser, genre en jeu d'échecs. Je vais faire ça pour créer cette réaction chez lui pour pouvoir obtenir mon objectif derrière. Ouais, je pense que tu as raison. Hein. Moi, sur le game plan, j'étais à peu près comme toi. Donc, la distance, rester à la distance de kick, utiliser ses kicks, ses front kicks, tout ce qu'il utilise, là, ses jams. Idéalement, mettre sous pression, mais ne pas boxer en avançant. Tu vois. Ouais. Donc, déjà, c'est comme ça qu'il se fait connecter par Bescat. Ouais. Il avance sur un front kick et il switch en même temps. Il fait un peu comme Gustafsson contre Rumble, quoi. Ça peut se coûter très très cher, donc ça, il faut plus faire. Et si ce n'est pas un contre, ça sera une entrée en lutte. Merab est capable de descendre directement quand il y a de la boxe qui arrive pour mettre au sol.
Ensuite, moi j'ai noté sur le game plan, c'était vraiment le travail de contrôle. Je pense qu'il est capable de contrer les tentatives de lutte de Merab et par contre de prendre du temps de contrôle et de frappe. Et Ouais. notamment que ce soit au-dessus, mais que ce soit en prenant le dos par exemple. Ouais, en tortue et tout ça. Voilà, ouais, je pense qu'il est capable de le faire. Je pense qu'il est capable de prendre le dos et de s'installer. Hmm. Je pense que ça va être quand même un combat qui reste compliqué. Entre guillemets, quand je vois les cotes de Paris, on pourrait se dire, ah, je préfère être dans les bottes de Oumar, mais je pense que ces bottes sont pas très confortables, quoi. Ouais, je pense qu'il que va y les avoir- bottes d'aucun des deux n'est confortable. Honnêtement, si j'étais combattant en bantamweight, Ouais. Bah, ouais, je trouve si que j'aime le challenge, je kifferais combattre contre deux, mais je sais que c'est pour passer une soirée. ouais, mais moi je trouve que tu vois quand tu dois combattre, que tout le monde dit ouais tu vas le battre, ça va être facile, tout le Ah monde non, parie sur toi, etc. Et que tu sais que le combat c'est plutôt Ouais. t'as un léger avantage, mais pas tant que ça, tu vois. C'est C'est le pas des pire, bottes je très trouve. confortables, tu vois. Non, ouais, c'est parce qu'en fait, on t'attend. Effectivement, on va en parler tout de suite. Ouais. Quand tu vois les codes de Paris, tu te dis, ah, je suis supposé prendre ça facilement. Et en fait, quand Ouais, tu te ouais, ouais. prépares, t'es là tous les jours, tu fais, ça va être chaud quand même, ça va être chaud quand même. Alors que bon, les cotes de Paris, c'est plutôt non, ça va être très difficile, très serré, mais ce 2% de plus que tu as va faire que tu gagnes, tu vois. Ouais, en Et fait, donc plus de monde voit à ça te fait, 2% près l'emporter. ça te fait penser à Peter Yan contre Deveison Figueiredo. Genre, le combat sur papier était très compétitif, mais quasi tous les scénarios dans le Ouais, combat compétitif allaient dans le sens de Peter Yan, donc les cotes étaient ouais, écartées. ouais, ouais, tout à C'est un fait, peu tout ça. à fait. Eh ben, justement, en parlant de ça, on va parler des pronos juste après notre affiliation RMC. Pour regarder cet événement et tous les UFC cette année, pay-per-view compris, c'est sur RMC Sport. Leur Fight Pass vous donne également accès au KSW, à l'Hexagone et plus encore. Avec un engagement à l'année, vous avez ce pass pour 19 € par mois seulement. Cela vous permet de regarder les événements en direct et de facilement les retrouver en différé. On vous invite à utiliser notre lien en description pour aider notre chaîne lorsque vous prenez votre abonnement. Selon notre sponsor Unibet.fr, Umar Nurmagomedov est hautement favori. Sa cote est à 1,27, celle du champion est à 3,45. C'est archi rare. Archi rare qu'un challenger soit favori. Mais alors favori à ce point-là, c'est quasi du jamais vu, honnêtement. On est à 75-25. Ouais. J'avais préparé de te poser la question, est-ce que c'est sévère ou est-ce qu'on trouve ça logique parce que le chemin de victoire de Dvalishvili est complexe à obtenir, ça c'est la réalité. Mais j'ai l'impression que tu vas me dire que c'est sévère. Ouais, je trouve ça assez sévère. Maintenant, comme on dit, c'est pas parce que tu paries sur quelqu'un que tu ne vois pas le combat extrêmement serré, tu vois. Donc, je pense que si on pose la question à ces 75% de personnes, on leur dit est-ce que tu penses que ça va être un chemin de croisière? Je pense que la plupart diront non, ça va être très très serré, mais au bout du compte, je vois quand même Oumar l'emporter soit de justesse, enfin peu importe quoi, tu vois. Ouais. Enfin voilà. Donc sur oui. ce combat-là, j'aime autant dire que dans la section commentaires, d'ailleurs, profitez-en pour mettre votre pronostic en commentaire. Ce que j'ai déjà vu sur notre sondage, sur notre sondage, il y a des gens qui disent ceux qui ont voté Merab n'y connaissent rien en MMA, ce genre de truc. Ça me fait toujours rire, ce genre de trash talk. Tu vois. Ah ouais, j'en ai vu un commentaire comme ça, je dis purée, je me suis remis en question et tout, tu vois. Non, il faut pas, parce que tu peux jamais dire ça avant un combat. Jamais. Non, mais non. je pense que voilà, dans les commentaires, les gars, on va avoir si- des gens qui sont sûrs dans les deux sens. Je crois qu'il y a des gens qui Oui. sont sûrs et certains que Merab va défendre les gars son qui titre sont- et qu'il est ultra sous-estimé. Et des gens qui vont être à fond derrière. Les Oumar. gars qui sont sûrs de l'issue d'un combat à 100% comme ça, je suis étonné qu'ils soient encore dans des commentaires YouTube et pas genre millionnaires parce qu'ils ont parié et sont devenus On a riches, tous tu la vois. même réflexion, tu vois. Tous la même réflexion là-dessus. Bref, non, dans tous les cas, oui, je vois Oumar légèrement favori. Si je devais mettre ma pièce, je pense quand même que Merab pourrait passer, tu vois. Enfin, je trouve que ça a beaucoup plus de valeur quand même, Merab. Et voilà, et il y a quand même quelques éléments qui me font dire que Merab peut prendre ce combat-là, tu vois. Ouais, peut défendre son titre. Ça fait bizarre de dire peut créer de la surprise alors que c'est un champion qui doit défendre son titre en fait. Mais ouais, moi c'est un peu ça ma position. Je comprends à 100% ceux qui vont se placer sur Dvalishvili à cette côté-là. Je pense qu'elle a beaucoup de valeur. C'est vrai qu'il est souvent sous-estimé. Tu regardes même dans des combats récents, il était vachement underdog contre Peter Yan.
Et en fait, après avoir vu le combat, tu fais, ah bah ouais, ça faisait aucun sens, en fait, ces cotes. Donc là, c'est pas impossible que Merab fasse juste du Merab. Ce sera d'office plus compliqué. Hein. Est-ce que tu as un pronostic? Pas réellement. Ouais. Le pronostic pour moi est ouais, assez difficile. J'ai du mal à voir un finish. J'allais te poser la question, toi. J'ai vraiment du mal à voir un finish, si ce n'est Oumar par... étranglement. Ouais, étranglement. Je l'avais noté. Et il endort, tu vois. Ouais. Il faut l'endormir, hein, ça c'est sûr et certain. Je me demande si Dvalishvili va aussi taper des pieds comme ça avant de s'endormir ou pas. Ouais. Par étranglement arrière, je pourrais voir ça sur un finish, mais j'ai vraiment du mal à le voir. Ouais, le truc qu'il faut pas oublier, encore une fois, c'est, t'en as parlé, il y a Sterling qui tourne tous les jours avec Merab, donc ah ouais. Les étranglements, il faut savoir les placer. Donc ici, est-ce que Oumar, sachant qu'une des forces de Merab, c'est son cardio et sa capacité à être fort sur la durée, est-ce qu'il va potentiellement se fatiguer vraiment à aller étrangler, tu vois? Je sais pas, moi, ouais. Je pense que, ouais, moi je vais me positionner sur Nurmagomedov. C'est vrai que j'avais un petit penchant en me disant, tiens, l'étranglement arrière est possible parce que je pense sincèrement que Nurmagomedov va aller se positionner dans le dos de Dvalishvili au moins à un moment du combat. Est-ce qu'il aura ce qu'il faut pour le terminer? Je suis pas certain. Il a 6 étranglements arrière sur les 18 victoires? Sur 7 victoires par soumission, je crois. Ouais, ouais, 7 soumissions, 6 par étranglement arrière, 1 par péruvienne. Péruvienne, waouh. Ouais. Okay. J'allais dire, ça reste quand même le jeu Nurmagomedov, quoi. Les autres soumissions sont plutôt rares. Nurmagomedov a pas mal de triangles en début de carrière. Il en a un sur Gaethje, mais en dehors de ça, c'est beaucoup des étranglements arrière aussi. Oui, après, Arm Triangle, ça fait partie de leur jeu aussi. Mais... L'étranglement arrière, s'il l'a, il va faire dormir. Hein. Donc c'est peut-être la seule soumission, enfin le finish que je verrais serait plutôt celui-là. J'ai du mal à le voir finir par KO d'un côté comme de l'autre. Et puis bah pour moi, ce qui me semble le plus probable, c'est une victoire par décision. Ouais. Plus probablement, je vois Oumar s'imposer par décision. Mais je trouve ça vraiment serré sur la décision. Je suis capable de voir Merab la prendre aussi, quoi. Alors, on aura peut-être des meilleures positions au moment où on fera la spéciale Unibet le jeudi qui précède l'événement. Préférence? Préférence. Oumar Nurmagomedov. Alors, c'est vraiment... Ma préférence, elle est sur le style de combattant. Okay. Donc, j'aime bien le personnage de Merab Dvalishvili. Je le trouve assez attachant. Je le trouve méritant. Après, voilà, moi, j'ai le projet Phaser, tu vois, genre plan, ouais. De Phaser Plan où j'ai mis mes gosses à la lutte et puis l'objectif c'est qu'ils fassent du karaté, du taekwondo aussi, tu vois. Ok. Donc voilà, pour moi ça a toujours été le style de lutte de Khabib et puis debout être capable de kicker, de frapper, d'être vif, tu vois. Donc c'est vraiment le style Oumar Nurmagomedov qui me plaît et dans ce que j'estime le futur du MMA, c'est un petit peu ça, tu vois. Donc voilà, donc ma préférence sera sur lui. Mais voilà, après j'aime beaucoup Merab Dvalishvili pour le personnage qu'il présente. C'est quand même un gars où ses combats sont pas, c'est peut-être pas là où il va plaire le plus pour le public. Il a fait un gros effort dans sa communication depuis pas mal d'années. Donc j'aime beaucoup le personnage. Mais en tout cas sur ce combat, si les deux gagnent, peu importe qui gagne, je serai content. Mais on va dire que ma légère préférence pour le style de combattant, ça va être Oumar. Ouais, en fait moi c'est pareil. J'aime bien les deux. Mais j'ai quand même un scénario idéal dans la division pour 2025. Ce serait Nurmagomedov qui gagne ici, Petr Yan qui prend sa revanche contre Malais, et ça nous donne un sublime prochain combat pour le titre entre Petr Yan et Oumar Nurmagomedov. Ça me plaît bien pour 2025. Bon, pour marquer une bonne transition avant de parler de la carte qui arrive ce week-end, on va boire un petit coup dans notre gourde Oko et on se retrouve juste après.
Nous sommes fiers d'être ambassadeurs de la marque Oko Europe. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. Cette gourde vous permet d'avoir accès à de l'eau de qualité à portée de main et même lors de vos voyages. La gourde de 650 ml est à 63 €, celle de 1 litre est à 69 €. Dans les deux cas, vous avez un filtre offert de 400 litres. Votre litre d'eau est donc à 17 centimes. Et oui, ça vous fera faire de sacrées économies, surtout sur le long terme. Une fois la gourde amortie, vos filtres pour 400 litres sont à 30 €, soit 7 centimes le litre. Et grâce à notre affiliation, vous avez encore 10% de réduction sur votre première commande avec le code FMOCO. Moins cher, moins de déchets, plus de facilité, plus sain. Rendez-vous en description pour le lien vers le site Oko Europe. Soutenez notre chaîne tout en mettant une priorité sur votre santé et celle de vos proches. Mackenzie Dern contre Amanda Ribas, c'est la numéro 7 contre la numéro 15 au ranking Fight Minds et la 6 contre la 8 au ranking UFC. Dern a un palmarès de 14 victoires pour 5 défaites, dont un 9-5 à l'UFC et possède 7 soumissions pour 7 décisions sur ses victoires. Ribas a un palmarès quasi identique à 13-5, dont 7-4 à l'UFC, avec 4 victoires par soumission et autant par KO, soit 62% de finish. L'américaine est à 1 victoire pour 2 défaites sur ses 3 dernières sorties. Elle a enchaîné une défaite contre Jessica Andrade, puis contre Amanda Lemos avant de rebondir contre Lupita Godinez. La brésilienne est également à 1 victoire pour 2 défaites sur ses 3 dernières sorties. Après avoir perdu contre Barber, elle bat Pinheiro sur spinning wheel kick avant de perdre à la décision aux mains de Rose Namajunas. Notre communauté voit une rédemption pour Mackenzie Dern sur 500 votes. 56% la voient la main levée à la fin de la soirée. Amanda Ribas et Mackenzie Dern se sont rencontrés en 2019. C'était le 3e combat UFC de Dern, c'était le 2e combat UFC de Ribas. Elles ont toutes les deux bien enchaîné depuis et bien évolué depuis. Mais Ribas s'était imposée par un 30-27 unanime et vraiment en la dominant, quoi. 74 frappes significatives à 20, seulement 13% des frappes qui sont passées pour Dern. 2 takedowns à 0 pour Ribas avec 1 minute 46 de contrôle. Dern n'a pas réellement réussi à tenter une soumission sur ce temps-là. Dern, quand elle est arrivée à l'UFC, c'était un peu la Ortega féminine sans striking. Donc elle n'avait pas de striking, elle n'avait pas de lutte, elle ne savait pas du tout imposer son jeu. Aujourd'hui, les deux ont progressé, mais est-ce que c'est suffisant pour changer la tournure du premier combat, selon toi ? Je pense que Mackenzie Dern a vraiment montré qu'elle avait progressé en striking. Hein. Ouais. En boxe et tout, je la trouve vraiment beaucoup plus présente. Et puis physiquement aussi, elle a vraiment bien évolué. Pour moi, son point faible reste la lutte. Et c'est ça qui est, à mon sens, le plus embêtant quand tu as avec le niveau qu'elle a au sol, de ne pas pouvoir emmener dans sa dimension, c'est problématique. Ouais. Donc, ça me pose quand même question, son choix qui a été fait de se concentrer sur sa boxe. Et puis d'ailleurs, on le voit sur son palmarès, hein, elle n'a pas eu... c'est dents de scie, quoi. C'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, elle est jamais rentrée dans les discussions du titre, en tout cas. Et donc, elle est dans le ventre mou du top 15. Elle est toujours entre... c'est quoi, son meilleur classement, ça doit être 7. Et Ouais. elle va jamais sortir de la 11e, 12e place depuis qu'elle y est rentrée, quoi. C'est vrai, c'est un peu là sa place dans le classement. C'est entre 7 et 11 et ça reflète un peu son style. Effectivement, elle s'est améliorée, mais elle n'a pas pris elle n'a pas fait les bons choix stratégiques de carrière. Sur son style. Hein. Ouais. Elle est à 3-3 sur ses 6 derniers combats, 3 victoires, 3 défaites. Alors, pour moi, c'est vraiment ce qui avait, entre guillemets, posé problème lors de leur première rencontre, c'est son incapacité à mettre au sol. Alors en plus, sa boxe était vraiment pas terrible. Pour rappel, hein, la première rencontre, c'était il y a quand même 5 ans, hein, donc les deux ont progressé. Là, aujourd'hui, je vois quand même Amanda Ribas être supérieure debout. Ouais. Je la vois encore être supérieure debout. Donc, où Mackenzie Dern aurait le plus de chance, c'est en mettant au sol. C'est sûr. Ça me semble encore à nouveau compliqué. Ouais. Mais c'est pas impossible. Après, voilà. Mais en fait, le fait d'améliorer ton striking, je pense que ça te permet d'avoir des meilleures entrées en lutte. Oui, peut-être. Donc, sa lutte, ça a un tout petit peu progressé forcément, mais là, elle ne semble pas avoir mis l'accent dessus. Donc voilà, elle est potentiellement capable de faire un peu plus peur debout, ce qui permet d'avoir des meilleures entrées en lutte, mais compléter ses amenées au sol, ça reste un peu compliqué. Elle en a fait quelques-unes qui sont passées plutôt pas mal dans certains de ses derniers combats, mais voilà, c'est pas encore le très très haut niveau, quoi.
Donc, on peut quand même partir du principe, vu l'évolution qu'elle a eue sur pas mal d'années, elle s'est quand même bien concentrée sur sa boxe, et je trouve sa boxe est quand même de plus en plus propre, de plus en plus efficace. On peut supposer qu'elle a progressé en lutte, qu'elle a vraiment travaillé dessus, et je ne pense pas qu'il faille 5 ans pour pouvoir devenir Non, t'en avais parlé pour Ortega. En plus, si tu, Oui. Oui, tu rentres avec 3-4 techniques précises par rapport au profil de ton adversaire, il en faut pas plus sur ton combat. Exactement. Donc, ça refait à nouveau une sorte de comparaison avec Ortega. On peut supposer que sa boxe est à bon niveau, qu'elle se dise maintenant qu'est-ce qui fonctionne pour la mettre au sol. Elle regarde, elle les travaille, elle les drille pendant tout son camp, et qu'elle soit capable de remettre au sol et de l'emporter. Donc la communauté elle voit plutôt Mackenzie Dern, c'est ça 56%, ouais. Mais je pense qu'il y a une partie de vote, genre on connaît pas les deux et on vote Dern. Enfin, on connaît que Dern, quoi. Potentiellement. mais par contre, les bookmakers, je pense, voient Amanda Ribas favorite, non? Tout à fait. Ouais. Donc ici, Ribas est favorite à 1,44 sur unibet.fr. Dern est à 2,60. C'est un 70-30 pour une réédition de leur première rencontre. Ah ouais. Je trouve ça sévère aussi. Autant pour moi, Ribas est favorite. Je te rejoins. Elle reste meilleure debout. Je pense que parmi les deux, c'est Dern qui a le plus progressé entre les deux. Ouais. Maintenant, encore une fois, sa manière de progresser n'est pas en phase avec la progression qui était nécessaire pour pouvoir être favorite contre Ribas. Donc, moi, j'aurais préféré que ça inverse, en fait. Sa progression de striking soit celle qu'elle a fait en lutte, et sa progression en lutte soit celle qu'elle ait faite en striking. Donc, j'aurais préféré que son striking soit 30% moins bon que ce qu'on a vu dernièrement, mais par contre que sa lutte soit 50% meilleure que ce qu'on a vu dernièrement, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et dans ce cas-là, j'aurais eu un avis différent. Moi, je vais pas m'aligner avec les cotes, mais je vois ça comme plutôt un 60-40 pour Ribas. Donc, en fait, au début, je me suis dit, non, c'est bon, Ribas va refaire la même chose. J'étais assez sûr sur Ribas. Et puis, au final, j'ai regardé le dernier combat de Ribas, là, contre Pinheiro. Elle se fait quand même de temps en temps, dans la fatigue, elle se fait bêtement amener au sol, elle se fait prendre elle est prise dans un anaconda à un moment. Donc, je me dis, voilà, c'est le genre de truc qui ça peut se produire contre Dern. Et Dern, dans son dernier combat, je l'ai aussi vu être capable d'envoyer un 1-3, shooter dans les jambes à la cage, bien positionner ses mains, soulever son adversaire, la mettre au sol, passer directement sur la side. Donc voilà, ça m'a rendu un peu plus hésitant. Je me dis, Dern a vraiment un chemin vers la victoire, pas de là à la donner favorite. Non, pas de là à la donner favorite. Maintenant, si on part sur sur cette idée qu'elle a encore progressé, qu'elle a bien étudié son adversaire pour la mettre au sol, je trouve que la cote, on verra ça plus tard, mais je comprends qu'on puisse se positionner sur Mackenzie Dern au-delà de la personne, tu vois. Vraiment que sur l'aspect sportif. Tout à fait. Moi, ma première impression sur ce combat-là, c'est Mackenzie Dern va le faire, va la battre. Il y a un petit facteur X en plus ici, c'est Apex, donc petite cage. Ouais. Donc de temps en temps, petit avantage pour celle qui veut mettre au sol. Oh, tu parles de Factor X, on n'a pas parlé de Factor X tout à l'heure sur... Ah ben, en plus j'avais préparé la phrase, j'en avais pas. Je sais pas si toi t'en avais. Ah, mais moi j'en avais pas. Il n'y a pas une blessure à la main Ah oui, il y a une interview. Ouais, j'ai vu sur Twitter qu'il y a une interview où il laisse entendre qu'il a encore une blessure. Oumar s'était pas blessé à la main, je me demande s'il n'était pas blessé, cassé, et comme de par hasard c'est annoncé, et juste après qu'il débarque dans les bureaux de Dana White pour réclamer le combat en trombe, Merab Dvalishvili, tu vois. Pour moi, dans ma tête, je me suis blessé à la main, je peux pas combattre tout de suite, il va me falloir pas avant mois de mars, je sais pas quoi. Lui qui débarque, non, on combat à janvier. Eux, ils prennent le truc, tu peux combattre en janvier, apprendre où LSC. Il regarde sa main, il dit non, je prends le combat, tu vois. Donc moi, c'est mon facteur X pour tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. C'est un facteur X. Pour Ribas Dern, toi, t'avais un facteur X? Moi, mon facteur X, c'est justement, on parle d'une Dern bien préparée peut vraiment le faire. Oui. Est-ce qu'elle est dans un camp? Est-ce qu'elle-même prépare bien ses combats sur l'aspect cérébral, tu vois? J'ai pas encore vu ça. Ouais. J'ai pas encore eu de preuves de ça, donc j'ai pas encore cette conviction. Ce serait ma préférence, honnêtement. J'aimerais bien voir Mackenzie Dern performer à l'UFC, parce que je pense qu'elle a un style qui peut être intéressant pour la division féminine. Si elle améliore vachement sa lutte,
je pense que ça peut devenir un profil très très intéressant. Ça fait un peu penser à Tatiana Suarez dans la division du dessous, où elle n'a pas du tout fait gaffe à son striking et elle performe bien, elle a son title shot maintenant. Donc voilà, Dern, pour moi, elle a un striking suffisant pour supporter le reste de son jeu. Elle doit faire le focus sur le maillon manquant qui est le plus important pour elle, pour une fois briser dans le top 5. Briller, ouais. Ouais, je te Percer dans rejoins. le top 5, pardon, percer. Briser dans le top 5, qu'est-ce que je fais? Percer, briller, je crois que tu as mélangé les deux. Écoute, ouais, pour moi, ça serait un petit peu ça qui m'intéresserait. De l'avoir, comme on disait, avoir vraiment progressé en lutte, nous proposer quelque chose de beaucoup plus complet Mhm. et puis pouvoir montrer aussi l'étendue de son talent au sol, quoi, tout simplement. Ouais, parce que ce qu'elle fait au sol, c'est très beau à voir, forcément. Donc, Ah ouais, c'est ouais, quelque ouais. chose qu'on aimerait voir un peu plus souvent. Pour moi, Ribas, elle a un style fun. Il n'y a pas beaucoup de combats qui sont vraiment relous à regarder de son côté. Non. Mais elle est aussi toujours dans le ventre mou. Je pense qu'elle arrive à l'UFC. On avait pas mal d'espoir sur elle, mais là, on a vu que Oui. ça allait pas passer. Et d'ailleurs, je me demande aussi s'il n'y a pas des. Je me rappelle avoir fait une analyse de Chukagian contre Ribas aussi. Il y a eu plusieurs séquences de takedown avec des ajustements derrière. Et donc, je pense que Dern pourrait s'inspirer de ce combat-là aussi pour mettre Ribas au sol. Je me demande si le classique féminin passe pas sur Ribas. Le bras-tête au sol. Donc, Bah, Amanda Ribas, moi, je la vois trop être sur ses acquis, tu vois. Je la vois pas tant progresser que ça. ouais, j'ai cette impression aussi. C'est une combattante, c'est une artiste martiale depuis qu'elle est gosse, tu vois. Elle fait ça depuis qu'elle est toute petite. Et puis, bah voilà, elle fait son boulot, tu vois. Mais je trouve pas qu'il y a encore réellement de recherche de progression. J'ai l'impression qu'elle se contente un petit peu de. Elle se fait plaisir, tu vois. Elle vient, elle combat, elle s'entraîne. Mais elle n'est pas dans une dynamique où elle se dit c'est pas suffisant, mon niveau n'est pas suffisant, je m'améliore encore. Donc non, si on a une Mackenzie Dern qui monte à nouveau de niveau, qui débloque son niveau de lutte, ça m'intéressera beaucoup plus. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ok, passons au reste de la carte, la grande nouveauté de ce format. Quels sont les combats que tu attends le plus? Pourquoi? Et est-ce qu'il y a des petits noms à suivre de près ce week-end selon toi? Ouais, alors, moi donc j'ai fait, franchement, la carte au début, quand j'ai regardé, il y avait quelques noms, je me suis dit, ah, c'est pas mal. Par contre, il y a un combat qui m'intéresse grandement. Alors, j'arrive pas à ouvrir la carte, mais c'est pas grave. C'est Christian Rodriguez contre Bashi. Oui. Je me rappelle plus son nom. Austin Bashi? Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment le combat qui m'intéresse le plus sur la carte. Il est invaincu, hein, Bashi, si je dis pas de bêtises. Ouais, 13-0. Ouais, 22 13-0, ans. ouais. Alors, bon, attention, hein, c'est pas un 13-0 qui a combattu au LFA ou quoi que ce soit. C'est un 13-0, enfin, c'est un gars qui arrive à 12-0 régional, dans des petites organisations régionales. Par contre, le niveau qu'il a, il a été découvert au Dana White Contenders. Franchement, c'est cool. C'est vraiment, vraiment cool. Ça fait partie des combats que j'ai envie de voir aussi. En plus, il est favori. Hein. Il est favori contre Rodriguez. Alors, en même temps, Cyrod, il a gagné beaucoup de combats en bantamweight, mais il a raté beaucoup de poids en bantamweight. Et là, il est monté en featherweight et il s'est heurté à notre pote Julian Erosa, qui fait n'importe quoi avec sa carrière. Donc voilà, mais effectivement, chouette combat à suivre. Moi, c'est le premier combat qui m'a intéressé, c'est quand j'ai vu Christian Rodriguez. Bon, il faut se rappeler que c'est un gars qui effectivement s'est fait surprendre par le spécial Julian Erosa là, qui soumet les gars contre qui doit perdre et qui perd contre qui doit gagner. Ouais. Voilà, exactement. Et donc je me suis dit tiens, parce que Christian Rodriguez, il a de solides victoires. Hein. Ouais. Simon en bantamweight, c'est vraiment une très très solide victoire. Il a qui d'autre? Attends. Raoul Rosa, je crois. Hein, ouais, Raoul Rosa. Oui, c'est vrai, Raoul Rosa. Les deux en ratant le poids, je pense. Et Dulgarian aussi. Ah oui, Dulgarian. Oui, exact. Ouais. Il a pris Raoul Rosa, Simon et Dulgarian. Il les a battus tous les trois. C'est solide. Hein. En faisant le poids contre Dulgarian. Ah oui, mais c'était en featherweight déjà en fait. Ah, il est déjà. Ouais. Ok, c'est son 3e combat en featherweight. Ouais. Donc c'est pour ça. Je me suis d'abord intéressé à ce combat. Puis après, j'ai découvert
notre ami Bashi, là, et je suis parti voir son combat du Contenders, et franchement, j'ai kiffé. C'est un profil lutte américaine, avec un très bon striking, très très jeune. Il y a des techniques dedans, enfin, à un moment, il sort ce qu'on appelle un sucker drag, tu vois, il est la tête comme ça, Oui. il sort un sucker drag, et puis il remet un crochet derrière, magnifique. Au clinch, il envoie un high kick, donc il est quand même très souple. Bon, il se fait contrer, mais c'était assez plaisant. Et puis alors, ses mises au sol, c'est quelque chose, quoi. Donc ça, c'est le premier combat. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir. Je trouve que le matchmaking est très bon parce qu'on a un vrai prospect qui a besoin d'être testé. Exact, et qui va être testé contre quelqu'un qui a déjà de l'expérience à l'UFC. Il a combien à l'UFC, Christian Rodriguez? 4-2, c'est ça? Ouais, 4-2. Ouais. Et les Et deux défaites, Rodriguez, c'est JP, donc Jonathan Pierce, et Julian Erosa. Donc, des profils un peu particuliers. ouais. Et donc voilà. Et Rodriguez, c'est un combat test à nouveau. Il est arrivé, il a eu des très belles victoires contre des talentueux adversaires. Mhm. Donc ouais, l'UFC gagne dans tous les cas. Ouais. Et je pense qu'elle gagne vraiment fort si Austin Bashi l'emporte. Ça sera un nom à suivre, clairement. Ouais, clairement, parce que, allez, tu viens à l'UFC à 22 ans et tu prends direct Christian Rodriguez. Si tu le bats, ouais, c'est un gros début. Ouais. Qu'est-ce qu'on Voilà, a ça, d'autre? c'est- Alors, un combat qui me semble fun, je pense qu'il y a pas mal de nos auditeurs qui aiment beaucoup. Kopilov Ouais, clairement. contre Kopylov, Curtis. Ça peut être que Bon, fun, bon, ça, normalement. pardon? Ça peut être que fun, ça, normalement. Volume Ouais. contre explosivité, deux bons strikers qui n'ont jamais peur d'engager et d'échanger avec un autre striker. Mm. Ils flirtent avec le top 15. Ouais, moi, je le sens bien, ce combat. Je sens que ça va être agréable à regarder pour les fans de pied-point, les fans de violence, de combat engagé. Ça peut se terminer, ça peut être fun à la décision. On ne devrait pas être déçu par celui-là. Non, du tout. Et non, j'aime bien ce combat-là. Et puis, bah voilà, normalement, on connaît tous les deux combattants. Chris Curtis, peut-être un peu plus pour le public français. Donc, c'est toujours pareil. On aime que ce qu'on connaît, entre guillemets. Donc, je pense que ce combat-là va être sympa à regarder. Mhm. Je pense qu'il y en a qui aiment pas trop Chris Curtis, et qui vont préférer Kopilov, tu vois. Donc, Kopylov, il avait quand même mis un gros KO à l'UFC Paris 1, non? Donc les fans français devraient le connaître aussi. ah oui, c'est vrai, il y était. Ouais, en quelques secondes, là. 27 secondes, si j'y pas de bêtises. Non? Attends, oula. Je me rappelle plus. Vas-y. Roman Kopylov. C'était contre l'Italien Alessio Di Chirico. 1 minute 9 du troisième round, d'autant pour moi. Voilà. Ok. Mais il était violent. Il était violent. Et donc, qui est favori sur ce combat-là? Ah bah c'est Kopylov qui est légèrement Kopylov, favori. ouais. Après voilà, hein, c'est Chris Curtis, c'est toujours, ça reste un problème, c'est un style particulier. Il y en a pas mal qui se sont cassés les dents dessus. Hein. Donc, Ah oui, bien sûr, donc durable, dur à cuire, allonge extraordinaire par rapport à sa taille. T'as l'impression que tu vas pouvoir le gérer à distance, mais la réalité, c'est que pas spécialement. Gros volume. Il est encore pote avec Strickland finalement ou pas? Bon, peut-être. Je sais plus, j'ai l'impression qu'il s'était vachement pris la tête à un moment. Ah oui? Et puis, ouais, genre il y a 4-5 mois, tu vois. Donc je sais même pas s'ils s'entraînent encore ensemble. Mais bon, ils se sont longtemps entraînés ensemble, donc ça joue aussi. Hein. Comme on disait avec Merab Ouais. Bon, et après, Sterling, ça fonctionne bien d'avoir vraiment un très très bon partenaire d'entraînement. mais c'est vraiment un style particulier. Tu vois, il avait battu Phil West, Brendan Allen, tu vois. Enfin, Ouais, quand il a signé à Buckley. l'UFC. Et puis contre Brendan Allen, c'est encore une décision partagée, mais quand on avait fait l'analyse, on s'était dit que ça allait être un combat compliqué pour Brendan Allen parce que le style était particulier, et on a vu que c'était un combat compliqué, quoi. Et il était venu en short notice, Chris Et il était venu en Curtis. short notice. Donc j'ai hâte de voir de voir ce combat, Mhm. et bah, j'espère que Kopylov va trouver la solution pour l'emporter, parce que je pense qu'il a. Il Je a sais pas beaucoup à quel âge il offrir. a. Hein? Il a beaucoup à offrir, je pense, Roman Kopylov. Ouais, S'il travaille ouais. un peu son jeu et qu'il prend un peu en maturité dans la cage, il a 32 ans. C'est Ah, purée, moyen. il a vraiment une tête de jeune, quoi. C'est le grand frère de Chase Hooper, non?
En tout cas, sur la C'est photo cool. Tapologie, c'est ouais, le grand cousin de Chase Hooper. Ah, purée, je pensais qu'il était beaucoup plus jeune que ça. Ok. Et est-ce Voilà que sur la Moïse carte. contre Ogden, ça te chauffe un peu? Euh, Ogden, il est euh, un oh, peu irrégulier, mais je pense que le combat va être fun, tu vois. C'est deux gars complets qui ont tendance à nous proposer des combats engagés. Donc encore une fois, pour moi, on va pas s'ennuyer dans celui-là, et je suis assez surpris de le voir en prelims. mhm. Un autre que j'avais noté, mais ça c'est vraiment selon la tournure. Je pense que s'il y a Medic contre Soriano, si ça reste debout, je pense qu'on peut vraiment avoir un avantage Medic avec un beau KO qui clôture le combat. Par contre, Soriano a été très stratège dans son dernier combat contre Baeza. Euh, Mhm. Ça peut me plaire de le voir continuer à approcher le sport d'une manière plus cérébrale. Alors ce sera pas super chouette à regarder du coup, mais au moins on verrait une évolution chez quelqu'un qui a galéré à se faire une place à l'UFC. Et puis moi j'ai retenu deux noms aussi, c'est Aliev et Klein. Aliev Ouais. il est invaincu, il doit encore me convaincre, hein. Mais je pense vraiment qu'il a un certain potentiel. Il se construit progressivement à l'UFC. Là c'est son troisième combat à l'UFC et il prend quelqu'un que on connaît pas spécialement. Et puis c'est surtout Mhm. son surnom, tu vois, Tajik Eagle. C'est une combinaison qui est supposée de létale, donc il doit il se met de la pression avec son surnom, donc il doit absolument l'assumer ou montrer qu'il Écoute, la moi c'est mérite. Ouais. ouais. Moi c'est le dernier nom que j'avais noté hein, qui m'intéressait, c'était Nurullo Aliyev. Ouais. Mais voilà, il doit confirmer. J'ai regardé rapidement ses combats. Pour moi, c'est pas du tout du même niveau technique et d'intensité que Bashi là, qui m'intéresse beaucoup plus. Ouais. Mais voilà, je l'ai noté. Je pense que je vais regarder et voir un petit peu ce qu'il propose parce que je pense qu'il est quand même assez solide. Bah, Enfin, il y a une voilà. Et raison ça... pour laquelle il est si bas sur la carte aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Il a Mhm. quel âge, lui, par contre? 24, hein, donc encore quelqu'un Ouais, d'assez jeune jeune. aussi. Mais c'est vrai que Euh, c'est un style, voilà, beaucoup plus lutte et ouais, vraiment lutte type dagestanais. Je vais pas dire plus ennuyant, tu vois, mais plus Plus prévisible contrôle. entre guillemets. Ouais, Ouais, et plus de plus contrôle contrôle, aussi. etc. Et justement, là, on lui met plutôt pas mal grappleur, tu vois, Joe Solecki, donc Mm. ça peut, voilà, ça lui offre un nouveau profil et on va voir s'il est capable de s'imposer là-dessus. Et puis il y a Klein, donc elle est venue avec une petite hype à l'UFC, elle était double championne au Cage Fury. Elle devait Mhm. passer par le Contender Series. Finalement, elle a pris un short notice contre Jasu Davicius, qui est numéro 12 au classement. C'est pas passé. Mais voilà, je suis un peu curieux de voir ce qu'elle donne contre quelqu'un de plus bas dans le classement pour voir si elle a un potentiel de développement. Elle est jeune dans sa carrière, donc voilà, je sais qu'elle était venue avec une petite hype à l'UFC. Je vais garder un œil dessus. C'est pas ce qui m'excite le plus sur la carte, mais voilà, c'est un petit nom que je retiens quand même. On a fait un beau tour là. Ouais, je Bon, ben pense. voilà, les copains, merci à tous d'avoir suivi jusque maintenant. Brian, merci pour la préparation. Dites-nous surtout en commentaire, au-delà de vos pronostics, hein, ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Bon, comme je le disais, c'est une exception, mais à partir de la semaine prochaine pour l'UFC 311, ce qu'on fera, donc c'est une grosse analyse du main event, et puis on passera au travers du reste de la carte, et ce sera un peu ça le format de l'année, à quelques exceptions près, quand il y aura des cartes un peu moins excitante, on fera plutôt un focus sur le co-main event dans pay-per-view par exemple, comme on l'a fait aujourd'hui, et puis l'entièreté de la carte sur la fin du podcast. Les amis, merci, à très vite, ciao ciao. Ciao tout le monde.